peut-être certains d'entre vous trouvent un peu rude de commencer une école par de la philosophie. Mais en réalité, d'une part, j'essaierai de rendre ça le plus concret possible. Et d'autre part, Lisa l'a dit, commencer par la philosophie, ça se justifie pleinement du point de vue du rôle que joue la philosophie marxiste dans l'ensemble de la théorie marxiste. La philosophie, c'est ce qui relève en gros de la méthode fondamentale. Vous avez un ouvrage de Descartes que certains d'entre vous ont peut-être dû lire au lycée, qui s'appelle Discours de la méthode. Pas pour rien, et c'est un ouvrage qui a fait date dans l'histoire de la philosophie. La philosophie relève de la méthode de pensée. Avant de penser des objets, on s'interroge sur comment la pensée peut penser, etc. Comment elle doit penser. Donc, ça relève de la méthode fondamentale qui doit présider à l'analyse des événements et à l'intervention d'un parti révolutionnaire dans ces événements. La philosophie, elle intervient, je le montrerai, directement dans la question de comment le parti déploie son activité, quel programme il développe, quels sont ses mots d'ordre, quelle est sa tactique, etc. Tout ça, c'est pas des choses pratico-pratiques qui n'auraient rien à voir avec la philosophie. Sans la philosophie marxiste, il n'y aurait ni conception marxiste de l'histoire, le matérialisme historique, ni science des lois de l'économie capitaliste, dont on va parler cet après-midi. Marx n'aurait pas pu écrire le Capital, mais ni programme marxiste digne de ce nom, et ni tactique marxiste digne de ce nom, et même ni méthode de construction du parti révolutionnaire lui-même. La philosophie est présente à tous ces niveaux. Lénine a dit une fois, il lisait la science de la logique, je crois que c'est quand il lisait la science de la logique de Hegel, donc un grand ouvrage de Hegel, ce philosophe, ce dialecticien dont je vais parler, qui a précédé Marx, et qui a tant influencé Marx. Lénine a écrit une fois, « Oh, on ne peut rien comprendre au Capital si on n'a pas lu et étudié à fond Hegel. » En quoi il exagérait sans doute un peu, parce que lire et étudier à fond Hegel est une tâche très très difficile. Hegel est très difficile à lire, et donc, rassurez-vous, on peut comprendre la théorie économique de Marx sans avoir lu tout Hegel. Mais le fond de cette remarque est correct. Sans la compréhension du matérialisme dialectique, on ne peut pas comprendre les lois fondamentales de l'économie capitaliste. Donc, j'en viens directement à la philosophie marxiste en tant que telle, le matérialisme dialectique. Il y a les deux termes, matérialisme et dialectique. Et ces deux termes, chacun de ces deux termes, rattache la philosophie marxiste à l'histoire de la philosophie, à des courants de l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas Marx qui a inventé le matérialisme. Le matérialisme remonte à la Grèce antique. Ce n'est pas Marx qui a inventé la dialectique. Pareil, il y avait des dialecticiens dès la Grèce antique, Héraclite, etc. Et ça, c'est très important, parce que le marxisme n'est pas une doctrine, une théorie qui a surgi comme ça, qui est tombée du ciel et qui prétend avoir découvert tout toute seule, à partir de rien, à partir du néant. Je vous donne à ce propos une citation que je donne souvent, parce que je la trouve excellente, de Lénine, dans un petit texte qui s'appelle « Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme », et qui dit bien la chose, je cite, « Le marxisme n'a rien qui ressemble à du sectarisme, dans le sens d'une doctrine repliée sur elle-même et ossifiée, surgit à l'écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Sa doctrine, donc celle du marxisme, sa doctrine naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique et du socialisme. » Donc, voilà, le marxisme s'inscrit dans le mouvement, comme il le dit très bien, comme la formule est très bonne, dans la grande route du développement de la civilisation universelle. Et non pas comme un petit truc à part, là, marginal, et qui vient embêter tout le monde. Dans ce qui concerne la philosophie, quels sont les représentants directs et immédiats dont le marxisme est le continuateur? C'est qui les prédécesseurs immédiats de Marx?
Eh ben, pour le matérialisme, c'est Feuerbach, un certain Feuerbach, qui était contemporain de Marx, un peu plus vieux que Marx, mais contemporain de Marx, et qui a produit une critique matérialiste de la philosophie de Hegel, mais j'en parlerai pas trop, je me concentrerai sur l'autre grand inspirateur en philosophie de Marx, qui est Hegel lui-même, pour la dialectique, clairement. D'abord, c'est dans le titre de notre discussion, c'est pour ça que j'en parlerai plus, et aussi parce que, en réalité, celui qui a le plus influencé Marx, c'est Hegel, indiscutablement. Même si cette idée est contestée, mais par des gens qui se réclament du marxisme, mais j'essaierai de démontrer que c'est Hegel qui est décisif dans cette histoire. Alors, du coup, je vais devoir parler un peu de Hegel. Je l'ai dit, il est très difficile à lire, mais au fond, sa philosophie générale, ses idées générales ne sont pas si difficiles que ça à comprendre. Hegel était un idéaliste. Ça, c'est son défaut fondamental. C'est l'idéalisme. Et même, c'était un idéaliste absolu. Qu'est-ce que ça veut dire idéaliste absolu? Lui, il disait idéaliste absolu. Nous, parfois, on dit idéaliste objectif, peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Hegel, tout l'être dans ses différentes dimensions, la nature, l'histoire humaine, l'ensemble de l'univers, tout ce que vous voulez, tout ça est une production, un produit et une réalisation, je sais pas si ça a marché, une réalisation de ce qu'il appelle l'idée absolue. Qu'est-ce que c'est que cette idée absolue? Il le dit lui-même, c'est Dieu. Mais bon, c'est un philosophe, donc il va pas juste dire Dieu, il dit l'idée absolue. Alors, l'idée absolue qui était là depuis le départ, puisque c'est Dieu, elle s'aliène, elle se réalise dans la nature, dans l'histoire de l'humanité, pour revenir à elle-même à la fin d'un immense cycle comme ça, et revenir à elle-même sous la forme du savoir absolu. Je m'explique. C'est pas ça, c'est complètement abstrait comme ça, mais en fait, c'est pas si difficile. L'idée absolue, elle veut se connaître comme idée absolue. Ben, pour se connaître, vous savez que dans la connaissance, il y a un sujet de la connaissance, et puis il y a l'objet. Vous étudiez un objet. Eh ben, pour que l'idée se connaisse, elle doit se faire objet, elle doit s'objectiver, elle doit se faire autre qu'elle-même, elle doit se poser, se nier, et donc s'objectiver, se réaliser, si bien que tout savoir pour Hegel, et ça c'est la faille de l'idéalisme, tout savoir est savoir de soi-même. L'idée passe son temps à se connaître elle-même à travers les différentes manifestations de son objectivation. Bon. Tout ça est évidemment très mystique, parce que c'est très idéaliste, et puis c'est un idéalisme radical, pour le coup. Il n'y a pas la moindre concession au matérialisme chez Hegel, d'un point de vue des principes. C'est très mystique, oui, mais c'est très dynamique. Et dans son détail, dans son contenu, la philosophie de Hegel a marqué un énorme progrès par rapport à toutes les philosophies qui l'ont précédé. Même si Hegel insistait sur le fait que sa propre philosophie était la continuation et le résumé et la synthèse de toutes les philosophies qui l'avaient précédé. Il prétendait pas, lui non plus, avoir surgi comme ça à l'écart du mouvement de la civilisation universelle. Il disait, ma philosophie est le prolongement de toute l'histoire de la philosophie. Et en particulier, Hegel a porté la dialectique à des sommets qui sont inégalés depuis. C'est toute son œuvre est imprégnée de cette dialectique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dialectique? L'idée la plus générale de la dialectique, c'est que tout est engagé dans un mouvement constant, de transformation constant. Rien, absolument rien n'est stable. Cette table, elle a l'air d'être stable, égale à elle-même. La logique formelle dirait, la dialectique s'oppose à la logique formelle, et la logique formelle, son principe élémentaire, c'est A égale A. Une chose est égale à elle-même. Hegel dit, en réalité, une chose n'est jamais égale à elle-même, puisqu'une chose, toute chose est constamment, à chaque microseconde, en train de se devenir autre chose. À l'œil nu, cette table est stable. En réalité, son volume, sa masse, sa température, tout ça est constamment en train d'évoluer.
Elle perd des molécules, etc., etc. Évidemment, pour faire usage de cette table au cours de cette école, peu nous chaud que son volume se modifie, c'est infinitésimal, ça n'aura, pour la fonctionnalité de cette table, on s'en fout. Mais du point de vue de sa réalité effective, de ce qui se passe, elle est en mouvement constant. Et c'est vrai de toute chose. Simplement, la dialectique n'est pas simplement un évolutionnisme. Un évolutionnisme vulgaire dont les bourgeois peuvent bien se contenter. La philosophie bourgeoise dit « Ah oui, bien sûr, les choses changent. Oui, petit à petit. Le monde ne s'est pas fait en un jour. » Et puis les réformistes sont fans de l'évolutionnisme. « Ah oui, petit à petit, on va y arriver. » Hein, une chose après l'autre. Vous, les révolutionnaires, vous êtes toujours pressés. Non, le mouvement dialectique n'est pas le mouvement graduel, linéaire, pacifique de l'évolutionnisme vulgaire. Le mouvement dialectique est un mouvement qui alterne les phases de simple transformation quantitative, graduelle, effectivement linéaire, avec des phases de rupture qualitative, des bons, des catastrophes. Et c'est la phase de transformation quantitative qui prépare la phase de rupture qualitative, les sauts qualitatifs, les ruptures qualitatives, les bons. C'est ce que je viens d'exprimer, la loi de la transformation de la quantité en qualité, la loi la plus fondamentale de la dialectique, à laquelle sont connectées les autres lois d'une façon ou d'une autre. Elle est simple à formuler. Lorsque l'évolution quantitative d'un processus X ou Y, peu importe, atteint un certain seuil, une modification quantitative de plus précipite une transformation qualitative. Vous le voyez tous les jours. On le voit, les tremblements de terre, non pas qu'il y en ait tous les jours, mais enfin, c'est un phénomène dont on entend parler chaque année. Les éruptions volcaniques, ou même à l'échelle d'une vie individuelle. J'ai pété un plomb. Bon, on pète rarement un plomb au réveil, sauf si on tombe sur un email désagréable. Enfin, en général, on pète un plomb plutôt dans la deuxième partie de la journée, quand se sont accumulées quantitativement un certain nombre de choses. Quelqu'un pète un plomb quand il en a soupé. Et ceci vaut dans tous les phénomènes. Si vous y réfléchissez, vous verrez que des ruptures qualitatives, vous en trouverez des exemples partout. Parce que c'est une loi de la dialectique qui est à l'œuvre à tous les niveaux du monde réel. Et ça, c'est intéressant parce que un des éléments du révisionnisme des marxiens, des soi-disant marxistes académiques, c'est de dire « Ah oui, la dialectique, c'est intéressant comme méthode de pensée, c'est bien, etc. » Mais Marx, il a exagéré en projetant, j'ai lu ça quelque part chez un marxien, il a projeté la dialectique dans le réel. Comment ça, il a projeté la dialectique dans le réel? Elle est dans le réel, et il l'a généralisée sous forme de méthode philosophique. Bref, laissons les marxiens là pour l'instant. Sinon, c'est moi qui vais péter un plomb de bon matin. Je vais prendre un autre exemple. Les gilets jaunes. Un exemple donc issu de la sphère politique et sociale. Les gilets jaunes. Vous avez peut-être pas tous, comme vous êtes très jeunes, pas tous participé, mais enfin vous étiez tous là et conscients quand ça s'est passé. Les gilets jaunes ont été un tremblement de terre, une éruption volcanique sur le plan social et historique. Or, qu'est-ce qui a précipité, quel a été le catalyseur du mouvement des gilets jaunes? Ça a été une misérable taxe carbone. Au moment où le gouvernement Macron a sorti sa taxe carbone, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était en train de faire. Il l'aurait su, il l'aurait pas fait. Mais précisément, il faut n'avoir rien compris à la dialectique pour s'imaginer que c'est à elle seule, en elle-même, la taxe carbone qui a précipité le mouvement social en un sens le plus impressionnant depuis mai 68, par certaines caractéristiques depuis mai 68. Par sa spontanéité, sa puissance, la colère qui s'y est exprimée. Les couches les plus profondes de la classe ouvrière, une fraction de ces couches qui s'est mobilisée. Non, évidemment, c'est pas la taxe carbone en elle-même. Ça a été l'élément quantitatif de plus qui s'est ajouté à des années et des années de régression sociale, d'humiliation, de frustration,
de contre-réformes, de difficultés à boucler les fins de mois, etc. Ariane en a parlé. Donc, la taxe carbone a joué comme l'élément quantitatif qui a précipité une rupture qualitative. Et il y a un autre élément intéressant dans ce que Hegel disait, non seulement l'évolution se fait par alternance d'évolution graduelle et de rupture qualitative, mais à l'occasion de rupture qualitative, les choses se transforment en leur contraire. Vous avez, du coup, c'est pas, vous voyez, dans l'évolutionnisme, les choses avancent dans la même direction, positivement. Non, dans la dialectique, vous avez des choses qui se transforment en leur contraire. Et dans le cas de les Gilets jaunes, c'est parfaitement flagrant. Qui s'est mobilisé massivement dans le mouvement des Gilets jaunes au début? Pas les militants de la CGT, les plus organisés, pas les couches les plus organisées de la classe ouvrière, les syndiqués, etc. Non, les couches les plus profondes, les moins organisées, et dont les militants de gauche un peu superficiels disaient « oh là là, ils comprennent rien », etc. C'est eux qui sont venus au premier plan de la lutte. Et ce sont ces couches-là qui ont entraîné dans le mouvement les militants les plus aguerris, pour ainsi dire, de notre classe. Donc vous avez les choses qui se changent au contraire. À vrai dire, c'est vrai dans n'importe quelle grève significative. Ce qui rend d'ailleurs les responsables syndicaux qui manquent d'expérience, ça les laisse comprennent pas ce qui se passe, parce que l'ouvrier qui a jamais voulu prendre le tract, qui est jamais venu à une AG, qui a toujours haussé les épaules quand on lui parlait de la lutte, etc. Le jour où lui, il rentre dans la lutte, il double sur sa gauche le militant syndical qui a passé son temps à expliquer ceci et cela. Ou un autre exemple, mais je veux pas spoiler l'exposé de Lucie cet après-midi, mais la révolution russe. Les femmes dans la révolution russe, qui n'étaient pas du tout la couche la plus organisée dans le parti bolchevique ou quoi, ou dans les syndicats, et qui se trouvent avoir déclenché la révolution russe. Etc., etc. Vous trouverez cette transformation des choses en leur contraire, là aussi, à tous les niveaux du réel, et notamment de la réalité politique. Et cette compréhension, la compréhension de cette loi de la dialectique donne aux marxistes un énorme avantage sur toutes les autres tendances politiques. Pourquoi? Parce que combien de fois on entend « Ah là là, la gauche a de bonnes idées quand même, hein ?» Mais puis on leur explique aux gens, mais le niveau de conscience, c'est pas ça. Hein. Les gens sont pas prêts, faut les éduquer. Alors, vous avez même des militants qui partent ils vont réapprendre l'alphabet aux travailleurs parce que peut-être ils savent pas lire, on sait pas. C'est un problème de conscience politique. Oh oui, bien sûr, les marxistes ne disent pas que la conscience politique de la masse des travailleurs est toujours au top. Sinon, ce serait pas le capitalisme. Lénine disait, le capitalisme abrutit les travailleurs. Il n'était pas politiquement correct, hein, Lénine. Le capitalisme abrutit les travailleurs. Bien sûr, 8 heures par jour, les transports, les factures, les enfants, les trucs, les machins. Quand est-ce que vous allez étudier? Quand est-ce que vous avez le temps de respirer intellectuellement, culturellement? Mais les lois de la dialectique nous apprennent, nous, que ces mêmes travailleurs abrutis par le capitalisme, quand ils se mobilisent, leur conscience fait des bonds en avant considérables. Et donc, nous avons cet avantage considérable sur d'autres tendances politiques, de ne jamais désespérer de la conscience des masses et de comprendre que notre travail doit consister à organiser et construire le parti dans la couche la plus active, la plus consciente de la classe ouvrière, pour préparer les événements quand c'est la masse qui va s'engager dans la lutte. Prenons l'exemple à nouveau des Gilets jaunes. Le problème n'était pas avec les Gilets jaunes la conscience des masses, que je sache, à ce moment-là. Où était le problème? Le problème était la conscience politique, ou plutôt la ligne politique des dirigeants officiels du mouvement ouvrier. Souvenez-vous, ou alors je vous en informe, si vous vous en souvenez pas, vous l'avez pas vu, que quand les Gilets jaunes ont commencé, quand le mouvement des Gilets jaunes ont commencé, c'était Martinez, je crois, qui était à la tête de la CGT. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est qu'il allait jamais envoyer des militants de la CGT sur la manifestation des Gilets jaunes parce que c'était le Rassemblement national qui était là.
Et ils ont freiné pendant tout le mouvement des Gilets jaunes pour ne pas faire ce que la CGT aurait dû faire, c'est-à-dire donner une direction politique à ce mouvement. Et même Mélenchon, au fond, a adopté une politique que je dirais de suivisme passif. Vive les Gilets jaunes, vive les Gilets jaunes. Mais je veux pas récupérer, alors je lui donne pas de programme, je lui donne pas de mot d'ordre, etc., etc. Donc ils ont laissé, les dirigeants du mouvement ouvrier ont laissé les Gilets jaunes se débrouiller avec leur spontanéité et bien sûr les erreurs et la confusion qui ne pouvaient pas manquer d'exister dans ce mouvement, mais tout de même, quand ils ont dit le pouvoir au peuple, Macron démission et le pouvoir au peuple, il y avait peut-être moyen pour les dirigeants syndicaux et politiques d'en faire un quelque chose. Surtout le pouvoir au peuple, de préciser, de dire oui, très bon mot d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est dans le peuple? La classe ouvrière d'abord. Sur quel programme? Le pouvoir, ça passe par le pouvoir économique, etc. Vous croyez qu'il y aurait un seul dirigeant du mouvement ouvrier qui aurait expliqué ça? Non, aucun. Donc le problème n'est pas la conscience des masses. Le problème, il est dans la direction du mouvement ouvrier. Et cela, c'est la dialectique, la philosophie dialectique qui nous permet d'en prendre toute la mesure. Hegel disait donc tout change en permanence. Tout. Mais tout, c'est beaucoup. C'est même un peu trop. Parce que tout, ça peut être le bouchon de cette bouteille d'eau, comme les rapports de force parlementaires à l'Assemblée nationale. Or, vous voyez bien que les deux choses n'ont pas la même importance à l'échelle de l'histoire. Donc, là interviennent la distinction que fait Hegel et qui est fondamentale pour les marxistes entre ce qui relève du nécessaire et ce qui relève de l'accidentel, du contingent, ou ce qui relève de l'essentiel, du fondamental, et ce qui relève de l'inessentiel, du secondaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous ne tenez pas compte de ça, la réalité, elle est tellement riche, il y a tellement de facteurs divers et variés, que vous pouvez toujours construire à partir d'éléments inessentiels et secondaires n'importe quelle théorie. Les complotistes sont très forts, ils prennent des éléments secondaires, ils vous les articulent entre eux et ils vous disent « Waouh, vous savez pas quoi ». Mais vous avez des marxistes qui font des erreurs très sérieuses, par exemple, le régime, ou des soi-disant marxistes. Oh, les staliniens ou les néo-staliniens, aujourd'hui, ils sont persuadés que le régime chinois est un régime socialiste, qui s'oriente vigoureusement vers le socialisme, et pour cause, c'est marqué sur leur drapeau, il y a Mao Tse-tung, il y a Parti communiste chinois, etc. Le fait qu'il y ait Mao Tse-tung dans les congrès du parti, le fait que ça s'appelle le Parti communiste, le fait que le drapeau soit rouge, est un élément inessentiel, totalement secondaire dans la caractérisation du régime chinois, qui est un régime bourgeois, au regard des éléments essentiels, c'est-à-dire de l'état des rapports de production, de la part du secteur privé dans l'économie, de la croissance du secteur privé relativement au reste de l'économie, etc. Bref, d'aller à l'essence, d'aller au fondamental. De même que le régime de Giorgia Meloni n'est pas un régime fasciste sous prétexte que cette dame était fan de Mussolini il y a je ne sais pas combien d'années. C'est un élément inessentiel, secondaire au regard de la caractérisation du régime italien, etc., etc. Bien souvent, l'extrême gauche s'embrouille les pinceaux, totalement, ou précisément au moment où il faut déterminer quels sont les éléments fondamentaux et quels sont les éléments secondaires d'un processus. Donc, la tâche des marxistes est d'analyser l'ensemble des facteurs, de distinguer les facteurs fondamentaux les plus décisifs et d'axer leur intervention sur cette base, sachant que ce qui complique la chose quand même, c'est que parfois des facteurs qui sont inessentiels deviennent essentiels à une autre étape du processus. Par exemple, classiquement, vous avez des étapes dans la lutte des classes où, je repense par exemple à 2016, c'était sous François Hollande, ça, si je ne m'abuse pas, vous aviez la lutte contre la première loi travail, lutte extra-parlementaire, lutte syndicale, lutte de masse dans la rue, échec de cette lutte, élection présidentielle en 2017, l'axe de la lutte qui était extra-parlementaire devient politique, électorale. Et toute la force, toute l'aspiration à transformer la société qui a été bloquée sur le plan syndical se détourne sur le plan politique
Et les travailleurs ont essayé de transformer les choses via un vote pour la France insoumise. On doit faire attention. Ce qui est inessentiel ou ce qui est secondaire ou ce qui n'est pas au premier plan, disons, à un certain stade, peut passer au premier plan à un stade ultérieur. Donc ça, il faut analyser concrètement les choses. Et c'est ici que je dois évoquer le matérialisme de Marx. J'en viens au matérialisme. Marx a expliqué dans une postface au Capital, il a dit qu'il avait renversé la dialectique de Hegel. Il dit, elle marchait sur la tête, il fallait la remettre sur les pieds. Et remettre la dialectique de Hegel sur les pieds, ça veut dire tout simplement la remettre sur des bases matérialistes. Ce qui détermine le mouvement de l'histoire, ce n'est pas, explique Marx, le mouvement de l'idée absolue qui se réalise là, qui se raconte sa propre histoire. Ce n'est pas ça qui détermine le mouvement de l'histoire humaine. Ce ne sont même pas les idées que les gens ont dans leur tête, que ce soit les grands hommes ou tout un chacun. Non, ce qui détermine le mouvement de l'histoire, en dernière analyse, et Marx, ça c'est la grande découverte de Marx dans le domaine de l'histoire, c'est le développement des forces productives. Ça c'est le fil conducteur de l'histoire. Toute l'histoire de l'humanité est marquée par ce processus de développement. Il y a eu des hauts et des bas, des flux et des reflux, mais globalement, vous avez eu un développement des forces productives, de la science, de la technologie, de la productivité du travail humain. Et Marx dit, c'est le développement des forces productives qui détermine la modification des rapports de production entre les hommes, des rapports sociaux de production entre les hommes. Je donne, souvent Marx est très clair, pas toujours, mais souvent, et je donne une citation de Misère de la philosophie, qui résume tout ça très bien. Les rapports sociaux, dit-il, sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et en changeant leur mode de production, ils changent tous les rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, c'est-à-dire le grand seigneur. Le moulin à vapeur vous donnera la société avec le capitaliste industriel. Ces deux phrases sont très claires. C'est avant tout des degrés de développement technologique qui, en dernière analyse, moulin à bras, moulin à vapeur, qui déterminent la structure de classe de la société. Et donc, ça c'est un élément tout à fait fondamental dans l'intelligence des processus historiques. Et c'est sur cette base que s'élabore la lutte des classes, qui n'est pas une lutte pour des idées ou pour des valeurs, comme les politiciens bourgeois disent. Oh, moi je lutte pour des valeurs. Derrière les valeurs, il y a quoi? Derrière les valeurs, il y a des intérêts matériels. Sous le capitalisme, la lutte des classes est une lutte pour la répartition, au fond, en dernière analyse, une lutte pour la répartition entre les capitalistes et la classe ouvrière, des richesses créées par la classe ouvrière. Les capitalistes veulent en prendre un maximum de ces richesses, en garder pour eux un maximum sous la forme de la plus-value, et les travailleurs veulent en prendre un maximum sous la forme du salaire, direct ou indirect, les services publics, etc. C'est ça le fond de toute la vie politique et sociale sous le capitalisme. Le jour où il y aura plus de lutte pour les biens matériels, c'est qu'on sera sous le communisme. Et la possibilité du communisme, Marx explique, a été créée par le capitalisme lui-même. Ça aussi, c'est une idée éminemment dialectique, à savoir que Hegel disait, ce sont les choses, une chose prépare les éléments de sa propre destruction. Le capitalisme, vous connaissez peut-être cette formule de Marx dans le manifeste. Il dit, le capitalisme a créé, la classe dirigeante a créé ses propres fossoyeurs sous la forme des forces productives et de la classe ouvrière. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, et donc vous avez la chance d'être là à ce moment-là. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il est possible, grâce au développement prodigieux de la science et de la technologie sous le capitalisme, pour la première fois, il est possible de satisfaire les besoins d'absolument tout le monde, toute la population mondiale, sans recourir à l'exploitation, à l'oppression. Ce serait parfaitement possible. Le seul obstacle à ça, ce sont les intérêts que la classe dirigeante défend.
le système qu'elle défend, son système, le capitalisme. Autrement dit, il y a une contradiction entre le progrès social et les rapports de production capitalistes. Ça, c'est le facteur le plus fondamental de l'histoire moderne. Et si on comprend pas ça, on comprend rien. Comment surmonter cette contradiction? Eh bien, en expropriant la bourgeoisie et en substituant une planification démocratique et rationnelle de la production à l'anarchie du marché capitaliste. Qui doit réaliser cette tâche historique? Vous le savez, on est au PCR, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière qui crée toutes les richesses et saura très bien administrer l'économie, la production, pour satisfaire les besoins de tous. Cependant, toute l'histoire du mouvement ouvrier a démontré que la classe ouvrière ne peut pas prendre le pouvoir sans un parti révolutionnaire. Et même sans une internationale révolutionnaire. Autrement, ça c'est un élément important parce qu'on pourrait penser, ah ben si c'est un processus matériel, si on est matérialiste, alors la dialectique des rapports de production et des forces productives va peut-être aboutir automatiquement, spontanément, à une forme supérieure d'organisation économique et sociale. Dans le dos de l'humanité, les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Et dans une certaine mesure, c'était un peu le cas, pas entièrement, pas totalement bien sûr, mais c'était un peu le cas dans le cas des révolutions françaises. Dans quel sens? Dans le sens où si vous lisez lisez les discours de Robespierre, de Marat, de Saint-Just, de Danton, de toutes les grandes figures de la Révolution française, révolution bourgeoise s'il en est, vous verrez que ils n'avaient pas idée de la société qui allait venir après la Révolution française. Ils luttaient pour la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce que vous voulez, des grandes valeurs auxquelles ils croyaient sincèrement. Mais en réalité, ils étaient les agents de processus historiques et sociaux qui dépassaient leur compréhension. Et ils œuvraient par leur action révolutionnaire au développement de rapports de production capitalistes qui étaient là, qui poussaient, qui étaient de toute façon en train d'émerger. Et la bourgeoisie avait occupé déjà une position importante à l'intérieur du régime féodal. Il en va tout autrement de la révolution socialiste, qui a la particularité de requérir, d'exiger un parti révolutionnaire qui sache ce qu'il doit faire, comment, où il va, d'un point de vue scientifique. Scientifiquement. On ne peut pas se contenter, il suffit pas pour prendre le pouvoir de se dire vive la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. On laisse ça à Mélenchon. Okay? Pour faire des voix à l'élection, dans une élection, ça peut marcher. Pour prendre le pouvoir et renverser la bourgeoisie et conserver le pouvoir, ça ne suffira pas. Il faut une conception scientifique de ce qu'on fait. Et donc c'est une différence significative qui nous renvoie à la philosophie. À chaque étape de la construction et du développement du parti, nous avons besoin d'une solide méthode, c'est-à-dire d'une solide philosophie. Sur ces plans, l'un des pièges à éviter, c'est le dogmatisme. On nous accuse de dogmatisme parfois parce qu'on s'en tient, nous, à Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Pas seulement eux, mais eux d'abord. Parce qu'ils ont quand même accompli de grandes choses sur le plan théorique. Ah, vous êtes dogmatique, C'est ça, les gens qui nous disent ça ne comprennent pas ce qu'est le dogmatisme. Le dogmatisme n'a rien à voir avec le fait de dire à nos camarades, lisez Marx, Engels, Lénine et Trotsky. Puis comme disait peut-être Grant, quand vous avez fini, lisez Trotsky, Lénine, Engels et Marx. Ça n'a rien à voir avec ça, le dogmatisme. Le dogmatisme, c'est une erreur de méthode qui consiste à oublier ou à négliger l'une des idées les plus fondamentales de la dialectique et que Hegel formulait ainsi, la vérité est toujours concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité est toujours concrète. Ça a l'air d'être un peu bateau. C'est pas bateau. Qu'est-ce que ça veut dire? Une idée abstraite, une idée générale, peut-être vraie, mais plus elle est abstraite et plus elle est générale, moins elle est valable, éclairante, utile, productive. Ça ne veut pas dire qu'elle soit fausse, mais elle est juste totalement insuffisante, indéterminée. Je prends un exemple. Le capitalisme est en crise. Ah oui, le capitalisme est en crise. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal, car s'il n'était pas en crise, bon, ça changerait l'ambiance. Mais ça suffit pas. Ça ne vous dit pas grand-chose. Ça ne vous dit pas à quelle étape de la crise nous en sommes. Et nous en parlerons cet après-midi, c'est-à-dire
il y a les processus généraux, mais il y a aussi où est-ce qu'on en est dans le développement de la crise. Ni surtout, et c'est le plus important, parce que nous, on n'analyse pas l'économie pour le plaisir d'analyser l'économie, quelles sont, à ce stade, les répercussions de la crise du capitalisme sur la conscience des différentes couches de la classe ouvrière et de la jeunesse. C'est ça qui nous intéresse. C'est de savoir où en est la conscientisation, où en sont les masses vis-à-vis de cette crise. Et ça c'est pas quelque chose que l'idée générale, le capitalisme est en crise, vous dit. Il faut, pour le savoir, on peut pas se contenter d'idées générales abstraites, on doit aller regarder les processus réels tels qu'ils sont. Le dogmatique, précisément, c'est celui qui fait pas ça, qui se contente de 2 ou 3 idées générales, correctes dans l'absolu, et puis qui les formule, qui vous les sert à tous les jours, et qui considère qu'il a fait son boulot tant qu'il a fait ça. Et sans se préoccuper des processus réels. Il a ses idées générales, ses vérités générales, il est content. Exemple, lutte ouvrière. C'est l'exemple le plus caricatural en France, mais je le sors parce que vraiment, là, pour le coup, c'est assez flagrant. Ils ont 3 ou 4 idées, franchement. Idée numéro 1, les capitalistes exploitent les travailleurs. Idée correcte, mais générale. Deuxième idée, les dirigeants réformistes trahissent les travailleurs. Idée qui est juste. C'est une idée générale, mais le réformisme, c'est, Trotsky disait, la trahison est inhérente aux réformistes, précisément parce qu'ils subissent la pression des capitalistes, ils savent pas y résister, et ils finissent par, combien de fois les réformistes ont trahi les travailleurs? Donc, les réformistes trahissent les travailleurs. Ok. Donc, les travailleurs doivent rejoindre le parti révolutionnaire, le seul, l'unique, lutte ouvrière. Problème, les travailleurs ne rejoignent pas lutte ouvrière. Ou très peu. Mais ça les gêne pas, lutte ouvrière. Ils cherchent pas à comprendre pourquoi. Ils cherchent pas à comprendre quelles sont les différentes étapes du développement de la conscience des travailleurs. Ils se disent, bah, on s'en fout, aucune importance. On dit et on répétera l'équation suivante. La France insoumise égale le Parti socialiste égale Macron égale Le Pen égale bourgeois. Qui, dans l'absolu, n'est pas faux. Dans la mesure où le réformisme est une expression de la pression de la bourgeoisie sur le mouvement ouvrier. C'est pas faux dans l'absolu. Mais, comme le disait Hegel, dans la nuit de l'absolu, toutes les vaches sont noires. Formule que j'aime beaucoup parce qu'elle est très profonde. C'est-à-dire, oui, dans l'absolu, mais dans l'absolu, vous différenciez plus rien. Tout se vaut, tout est égal. Et ça convient très bien aux dirigeants de lutte ouvrière. Hegel disait autre chose. Il disait, les choses simples satisfont les simples d'esprit. C'est Hegel qui le dit, c'est pas moi. Hein. Non, dans la conscience de millions de travailleurs, l'équation Mélenchon égale Macron égale Le Pen est incompréhensible, inadmissible, et marque la fin de la discussion avec la plupart avec les militants de lutte ouvrière. Enfin, ils se disent, mais sur quelle planète vous vivez? Évidemment, c'est une question sur quelle planète ils vivent. C'est pas du tout convaincant. L'approche dialectique de cette question, pas l'approche dogmatique, l'approche dialectique, c'est celle du soutien critique. Et d'ailleurs, dans la formule soutien critique, vous avez une contradiction dialectique. Il y a un soutien, il y a la critique, il faut savoir, vous soutenez ou vous critiquez. Les deux, comme souvent en dialectique, les deux en même temps. C'est quoi? C'est simple. Le Parti communiste révolutionnaire n'est pas une alternative à la France insoumise. C'est une évidence. Lutte ouvrière non plus, d'ailleurs. Aucune autre organisation d'extrême gauche n'est une alternative immédiate à la France insoumise. Ne peut battre Macron et Le Pen en 2027 ou avant. Point numéro 1. Point numéro 2, des millions, et qui est lié au point numéro 1, des millions et des millions de jeunes et de travailleurs se préparent à voter pour la France insoumise aux élections présidentielles. C'est un fait. On n'est pas dans les principes abstraits, on est dans les faits. C'est un fait. Il faut partir de ce fait et se demander comment nous, marxistes, on va connecter notre programme, nos idées, à l'état réel de la gauche, du mouvement ouvrier, de la conscience des jeunes qui se préparent à voter en masse pour la France insoumise et qui ont déjà voté en masse pour la France insoumise. Eh bien, c'est simple. Votez Mélenchon, c'est très facile à assumer. Oui, on n'est pas une alternative. Ok, on va vous aider
à la mesure de nos forces, à battre Macron, Le Pen, ou je ne sais pas qui se présentera de ce côté-là. On fera campagne pour la France insoumise. Mais, et c'est à partir du mais que ça devient intéressant, au fond, c'est le plus intéressant. Mais, le programme de la France insoumise est un programme réformiste. Et donc, si Mélenchon s'en tient à son programme une fois qu'il sera au pouvoir, la pression telle de la bourgeoisie sera telle qu'il sera amené à capituler, à moins qu'il ne passe à l'offensive, c'est-à-dire qu'il nationalise les grands moyens de production, qu'il exproprie la bourgeoisie, etc., etc. On accroche le wagon de notre programme à l'état réel du mouvement. Ça, c'est une approche dialectique et pas formaliste. De manière générale, l'une des difficultés pour nos camarades et pour notre parti, c'est d'être concret. Cette idée de Hegel, la vérité est toujours concrète. Je demande à chacun de nos militants de bien la méditer avant d'aller faire des diffusions de notre journal et d'aller vendre le journal et de discuter avec nos contacts. Parce que trop souvent, et c'est normal, c'est une étape inévitable du développement de nos camarades. Camarades ont compris le marxisme, pas mal d'idées marxistes d'un point de vue général, et ils ont la tentation de la livrer telle quelle aux contacts qui croisent. Ce qui donne de passionnantes discussions sur les journées d'avril en 1917 ou le programme de transition de Trotsky, mais parfois un peu abstrait au regard de la personne à laquelle vous parlez. Efforcez-vous d'être concret, c'est-à-dire d'illustrer des idées générales par des exemples concrets et des exemples concrets que vous partagez en commun avec l'expérience de votre contact. C'est pas facile à faire. C'est loin d'être facile à faire. Mais c'est l'une des tâches d'un militant révolutionnaire, c'est précisément d'être capable de lier les idées du marxisme à l'expérience concrète de la personne à laquelle, des personnes auxquelles on s'adresse. C'est ce que voulait dire en un sens Trotsky quand il disait que les perspectives c'est une science, mais la tactique c'est un art. Et cet art, il faut apprendre à le développer. Pour finir, puisque je dois finir, un autre danger symétrique au dogmatisme, c'est l'empirisme. Et Hegel a beaucoup critiqué l'empirisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'empirisme? C'est un courant philosophique qui, en gros, va vous dire « Ah, moi, vos généralisations, là, vos abstractions, vos grandes lois universelles, machin truc, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un homme de science, un homme du concret. Je ne m'intéresse qu'aux faits. Je ne crois que ce que je vois. » Hume, un grand empiriste, il disait moi, j'ai pas la preuve que le soleil va se lever demain matin. Ne me sortez pas une loi là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est levé ce matin. Il n'y a aucune nécessité, il disait, aucune nécessité à ce qu'il se lève à nouveau demain, le soleil. C'est simplement une récurrence. On constate qu'il se lève chaque jour. Mais il n'y a pas de loi. Et n'allez pas me sortir une loi là-dessus. Ça, c'est l'empiriste. C'est-à-dire, au nom de la valorisation de l'expérience, ce qui est une bonne chose. Hegel a insisté là-dessus, et nous sommes d'accord avec lui. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Il faut aller au fait, il faut aller à l'expérience. Si vous vous confrontez jamais à l'expérience, si on confrontait jamais nos lois, nos idées, nos généralisations à l'expérience, on ne serait pas en mesure de les affiner, de les corriger, etc. Oui, l'expérience, et Hegel disait ça, l'expérience est importante, mais à elle seule, l'expérience ne produit pas grand-chose. Parce qu'en réalité, même le dernier des empiristes, le pire des empiristes, si vous voulez, il va toujours orienter son regard vers certains faits et pas d'autres. Et il va apparaître regarder n'importe quel fait pris au hasard. Et donc, dans cette orientation, il a déjà les idées préconçues, c'est pourquoi je regarde tel fait et pas tel autre. Donc, et le problème, c'est que l'empirisme finit notamment dans le bourbier de l'idéalisme subjectif. C'est-à-dire dans l'idée que oh, moi, je ne peux parler que de mon expérience, et toi, tu ne peux pas parler de mon expérience. Tu ne peux parler que de ton expérience. Et vous voyez où je veux en venir. Sur la question des oppressions, ne peuvent parler d'une oppression donnée que ceux qui la subissent individuellement. Et celui qui ne la subit pas, celui ou celle qui ne subit pas, n'a le droit de tenir aucun discours là-dessus et doit checker ses privilèges et rester sur le côté, à l'arrière. Vous connaissez la chanson. Ceci aboutit à une fragmentation plus que dommageable
de notre classe dans la lutte contre les oppressions. Et donc, nous rejetons cela radicalement. Les marxistes partent du réel et y reviennent sans cesse. Le mouvement dialectique du savoir chez les marxistes, c'est généralisation, le réel, les généralisations, le réel. Et c'est un mouvement d'aller-retour permanent. Et l'une des conclusions qu'on a tirées, bien solide, indiscutable, sur laquelle on ne lâche pas, sur la question des oppressions, c'est que tant que le capitalisme existera, il y aura toujours des oppressions. Alors bien sûr, il faut lutter contre les oppressions dans le cadre du système capitaliste, de même qu'on lutte pour les salaires, pour les conditions de travail, dans le cadre du système. Mais les oppressions, non seulement ne disparaîtront pas sous le capitalisme, mais avec l'aggravation de la crise du capitalisme, elles s'aggravent elles-mêmes. Et vous le savez. Vous savez bien que toute l'oppression des femmes, le racisme, toutes les oppressions s'aggravent du fait même de l'aggravation du système capitaliste. Donc, pour en finir avec les oppressions, il faudra en finir avec le capitalisme lui-même. Et donc, la lutte contre les oppressions doit unir toutes les fractions de la classe ouvrière, au lieu de la fragmenter, toutes les fractions de la classe ouvrière. Et cette lutte doit lier toutes les revendications immédiates, par exemple, le vote des travailleurs étrangers, droit de vote des travailleurs étrangers, la régularisation des travailleurs sans papier, pour prendre juste 2 revendications. Ce sont des revendications immédiates. On renverse pas le capitalisme avec ça. Mais on doit lier ces revendications à la nécessité de renverser le capitalisme et d'organiser et d'aller au socialisme. J'ai dépassé mon temps, mais 1 minute de plus, juste pour dire. Au fond, l'idéalisme subjectif, le dogmatisme et toutes les déviations philosophiques qu'on trouve qui s'infiltrent jusqu'à l'intérieur des marxistes ou des soi-disant organisations marxistes ne sont pas le fruit d'un simple dérapage sur le plan philosophique. C'est le résultat d'une pression. On est matérialiste. C'est le résultat d'une pression de classe. C'est la pression d'idées bourgeoises et petites bourgeoises sur le mouvement ouvrier. Et nous devons avoir conscience de ça. Nous devons comprendre que si nous faisons la moindre concession aux idées petites bourgeoises qui tapent à la porte du marxisme sans arrêt, si nous les laissons rentrer, si nous leur faisons la moindre concession, le parti sera détruit comme parti révolutionnaire. Ça deviendra autre chose. Ce ne sera plus un parti révolutionnaire. Si, à l'inverse, nous gardons le cap, comme l'a dit Ariane, si nous maintenons fermement les idées prolétariennes du marxisme révolutionnaire, nos succès sont garantis. Merci.